À toutes et à tous, je vous propose de pas trop tarder. Finalement, on dit parfois que les murs de l'université sont les murs de l'indocilité. C'est normal. On dit que les murs de l'université sont les murs de l'indocilité étudiante. Peut-être que c'est censé marcher que pour les gens qui sont pas là. Vous avez la chance d'entendre enfin la chance ou la malchance d'entendre véritablement le son de ma voix absolument tel qu'il se diffuse. Et l'obligation d'être silencieux, mais les gens en ligne nous entendent peut-être de cette façon-là. Voilà, alors on est réunis ici. Merci de votre présence. On est réunis ici pour, on pourrait dire deux choses. La première chose, c'est le lancement d'un numéro de la revue Sociologie pratique. Alors, c'est toujours pas mal d'émotions que de sortir un numéro, parce que pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est que le processus éditorial d'une revue, c'est globalement 18 mois de travail. Avant que le numéro parvienne sur Cairn, voire soit imprimé quand il l'est, il y a à peu près 18 mois de travail entre le début des opérations de lancement et puis la fin de la publication. Et finalement, au moment où un numéro sort, il n'est pas oublié parce qu'il est censé commencer à vivre sa vie auprès de son public, mais pour les gens qui sont dans le comité, c'est un numéro qui est déjà presque un numéro du passé, puisque Jules Sémard, qui vient de rentrer, vient d'achever la coordination du numéro 51, et donc on vient de finir de travailler collectivement là-dessus, et en parallèle d'avancer, de presque boucler aussi le numéro 52. C'est toujours une émotion de sortir un numéro après ces 18 mois de travail, surtout quand c'est un numéro anniversaire. Un numéro anniversaire avec un chiffre rond, un numéro anniversaire qui, en fait, comme beaucoup de numéros anniversaires, reviennent, on pourrait dire, sur les fondamentaux historiques de la revue, sur deux, trois idées qui ont porté la revue sur ses fonds baptismaux. Merci de votre présence donc pour accompagner la revue dans cet anniversaire et puis surtout dans une réflexion collective, critique autour de la sociologie, de ses usages dans la cité, de ses usages dans les organisations, de ses usages politiques et de ses usages toutes celles et ceux que vous pourrez décider d'avoir. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur cette dimension anniversaire. Je voudrais présenter le déroulé de cette soirée. Je vais d'abord laisser la parole à Greg Lévis pour présenter la PSE, dire deux, trois choses sur ses activités, la PSE qui organise aujourd'hui cet événement et un certain nombre d'autres événements qui se font dans la foulée de sociologie pratique parfois, mais de manière totalement indépendante parfois également. Et puis, dans un deuxième temps, on aura une table ronde qu'on essaiera d'être pas trop descendante, de vous donner la parole autant que nécessaire pour réfléchir à ces usages de la sociologie avec un plateau varié. Vous le verrez tout de suite. Je passe la parole à Greg et puis après je vous présente les invités et on lance un peu les choses. Merci, merci François. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour effectivement cette soirée organisée avec Sociologie pratique. Donc juste quelques mots concernant la PSE, donc l'Association pour la sociologie de l'entreprise, qui a une histoire commune très ancienne justement avec Sociologie pratique et qui est une association donc, qui essaye d'organiser un certain nombre d'activités tous les ans en présentiel, en ligne, sur LinkedIn, etc. Pour essayer de faire se rencontrer trois publics qu'on essaye de faire se rencontrer justement par des événements. Donc le monde de la recherche en sciences sociales, en sociologie, en sciences sociales de manière générale sur la question de l'entreprise et du travail. Les praticiennes et les praticiens de cette sociologie de l'entreprise, voilà, qui viennent justement rechercher aussi ces éclairages issus du monde de la recherche et de manière générale les professionnels en entreprise qui sont intéressés par ces différents travaux. Et donc on est très heureux de pouvoir justement participer ce soir et de co-organiser donc cette soirée autour du numéro 50 de sociologie pratique. Donc la conférence est enregistrée, vous pourrez aussi la retrouver éventuellement ensuite sur la médiathèque
de l'association. Et on a aussi donc des personnes en ligne qui suivent en même temps nos échanges ce soir. Donc bons échanges à toutes et à tous. Et François, je te rends le micro. Merci, merci Greg. Alors, le numéro, il a été pensé, je le disais tout à l'heure, comme un retour sur des fondamentaux de la revue, mais retour sur les fondamentaux autour des formes d'usage variées de la sociologie, sur l'idée de promouvoir une sociologie en acte, une sociologie qui ne démord rien sur l'empirie, sur la discussion théorique, mais aussi une sociologie qui se propose assez librement on pourrait dire, de servir à quelque chose, d'avoir un usage pratique d'information, de diffusion, mais aussi d'élaboration parfois de solutions, de réponses à la demande sociale. Il s'agissait pour le collectif qui a construit le numéro de décaler le regard, puisqu'il s'agissait d'aller chercher des intervenants qui n'étaient pas forcément des intervenants qui eux-mêmes se seraient reconnus dans une approche historique de sociologie pratique. Sociologie pratique a été fondée d'abord par la PSE, j'ai relu mes fiches, Daniel, d'abord par la PSE et ensuite sous le patronage de Renaud Saint-Saulieu à l'IEP de Paris, avec au fond une sociologie qui naît dans le sillage d'interventions autour des questions, vous le savez, d'identité au travail, avec un certain nombre d'intuitions qui étaient évidemment portées d'abord par Renaud Saint-Saulieu, mais ensuite par un certain nombre de gens qui autour de lui, portaient des idées proches des siennes, des méthodes, des entrées, etc. Et puis, petit clin d'œil aussi vers le passé, finalement, depuis quelques années, nous nous retrouvons pour ces comités de rédaction rue Pouchet, dans le bâtiment, dans un vieux bâtiment historique du CNRS, et on se retrouve dans ce bâtiment qui a été un bâtiment qui a été pas mal occupé par des équipes qui travaillaient au moment du fondement de la revue. L'idée de décaler le regard, c'était pour nous de prendre des gens dont je le disais à l'instant, qui ne se reconnaissaient pas forcément dans cet amarrage intellectuel, conceptuel, qui n'étaient pas forcément des sociologues de l'entreprise ou des sociologues des organisations, qui n'étaient pas forcément euh, connectés à ces champs intellectuels-là, mais dont nous, dans le comité, on pouvait se dire, bah, en fait, tiens, quand lui ou elle fait telle ou telle action, bah, en fait, on va considérer, pour tout un tas de raisons qui nous sont propres, que cette démarche, c'est bien une démarche qui ressemble et qui dialogue avec le schéma historique de sociologie pratique. Et donc, on a convié 4 personnes autour de cette table, 4 personnes parmi les auteurs du numéro 50. Alors, on aurait pu en convier plus, mais ça aurait rendu la discussion difficile. Donc, on a préféré en convier un plus petit nombre pour aussi permettre un dialogue avec la salle. 4 personnes de votre droite à votre gauche. Je veux dire très peu de choses de chacun des participants, comme ça chacun pourra corriger, critiquer, dire le contraire, se saisir de son identité pour dire mais en fait non, pas du tout. Je vais commencer donc par Véronique Bayer. Véronique Bayer qui, outre un doctorat de sociologie, dirige un établissement de formation, de travailleurs et de travailleuses sociales situé dans la magnifique ville d'Évry, à peu près à 152 mètres de l'établissement qui m'emploie. Ensuite, à sa droite, Martine Rouquillot. Martine Rouquillot est dans cette catégorie qui peut-être plus spontanément se revendique, elle nous dira cette affaire-là, mais qui plus spontanément se revendiquerait de cet héritage d'une sociologie praticienne, puisqu'elle elle a une longue carrière d'intervention et a travaillé dans différentes organisations, et notamment au sein de la Banque de France. À sa droite toujours, Anna Colin-Lebedev, qui est maîtresse de conférences à l'université de Nanterre, maîtresse de conférences en sciences politiques. Alors vous voyez, on a une définition un peu, on travaille autour de la discipline, et chercheuse
sur différents domaines, notamment sur des questions, on pourrait dire, de géopolitique, mais c'est un terrain sur lequel je ne m'aventure pas parce que je vais dire quelque chose qui sera faux, évidemment, mais qui, mais qui du coup, a des occasions extrêmement nombreuses de porter la parole, croiser le fer, discuter, dialoguer, débattre et éclairer, notamment sur la scène médiatique autour du conflit russo-ukrainien. Dernière prise de parole, celle de Manuel Domergue, qui travaille dans une grande fondation qui lutte contre la pauvreté, on peut le dire comme ça, qui lutte contre la pauvreté et le mal logement, et qui entretient des liens très forts avec un certain nombre de travaux de recherche en sociologie, mais pas uniquement. Et on avait très envie d'avoir le point de vue de Manuel Domergue sur la sociologie qu'il lit, qu'il utilise, les dialogues qu'il entretient avec les sociologues et avec les autres disciplines. Et pour celles et ceux qui liront l'article, bah, vous verrez que ces disciplines différentes viennent éclairer un certain nombre de choses. J'ai évidemment déjà bien trop parlé. Alors, pour lancer les échanges, je voudrais poser à chacun, chacune, la même question, la première question qui est autour de, au fond, comment vous est venue dans votre parcours la conviction qu'on pouvait faire de la sociologie ailleurs que simplement à l'université, qu'on pouvait construire une réflexion sociologique, se servir d'une réflexion sociologique dans d'autres espaces, à d'autres fins que simplement pour construire du savoir, écrire des livres et qu'ils soient lus à leur tour. Alors, comme j'ai pas d'ordre préétabli et que je voudrais pas tout de suite forcément donner juste la parole en premier à mon voisin de gauche, je vais passer la parole à Anna pour commencer, et puis on fera tourner le micro sur cette même question. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir accepté le jeu, de venir prendre la parole en public, d'échanger, de dialoguer, et de donner à voir que ces papiers, ils sont pas figés, quoi. On a écrit un papier, on a réfléchi à un moment donné, on l'a posé, puis après on va s'en saisir. On est ravis de vous entendre. Anna. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est un événement qui n'est pas forcément des plus typiques, hein. Souvent, ça se passe dans l'autre sens. On a d'abord des tables rondes, un colloque, et puis ensuite, ça débouche sur un numéro thématique de revue. Et là, je trouve que c'est particulièrement intéressant de prendre les choses un petit peu dans l'autre sens et de tenter de faire du commun à partir de choses qui ont été écrites au final séparément, chacun un peu dans, peut-être pas dans notre coin, n'exagérons rien, mais en tout cas sans forcément que la cohérence soit évidente à premier abord. Alors, dans mon cas, effectivement, je suis un peu en décalage, je pense, par rapport aux auteurs qui ont un pied dans l'activité professionnelle et un pied dans la recherche, dans la mesure où je suis a priori 100% enseignante-chercheuse. Alors certes en sciences politiques, mais on fait beaucoup de sociologie politique, voilà. Et jamais de géopolitique en revanche. Donc voilà, ça y est, j'ai tracé les contours un peu les contours disciplinaires. Et donc, il est vrai que bah, moi, a priori, j'avais vocation on a vocation en tant qu'enseignant-chercheur en sciences politiques à intervenir dans le débat public et donc à être en dehors de nos arènes. Non pas parce que nous avons une incitation institutionnelle à le faire, nous n'avons aucune incitation institutionnelle à le faire, bien au contraire. Je dirais, on a un discrédit qui va s'abattre sur nous si on prend un petit peu trop la parole dans l'espace public. Mais je dirais, dans mon cas, la question s'est véritablement posée du fait de mon objet de recherche. Qui était depuis 2014-2015 la guerre russe contre l'Ukraine. Et à ce moment-là, en fait, au début, entre 2014-2022, le conflit armé dans le Donbass, et puis ensuite la guerre de haute intensité. Et donc, en fait, la raison pour laquelle, quelque part, la proportion de mes activités professionnelles qui se déroule dans d'autres arènes que l'université a augmenté parce que la demande sociale
a été extrêmement importante à un moment donné, et notamment à partir de l'agression à grande échelle de février 2022, pour des raisons toutes simples d'offre et de demande. C'est-à-dire que la demande d'explications sur ce qui était en train d'arriver était très importante dans la mesure où l'Ukraine était une sorte de tache blanche sur la carte qu'on avait constituée pas trop, que donc, là, on n'avait pas beaucoup anticipé les événements. Et en revanche, l'offre était très limitée. Hein. Nous étions vraiment une niche de chercheurs à travailler sur le sujet. Et je dirais, alors précisément, ce qui est intéressant, c'est je me suis retrouvée donc, alors, pas uniquement dans les arènes médiatiques, mais beaucoup, par exemple, dans les arènes institutionnelles aussi, sollicitées par différents acteurs des différents ministères qui devaient réagir face au conflit, ministère des Affaires étrangères, ministère des Armées, ministère de l'Économie, d'autres institutions, l'exécutif, vous voyez, les services du Premier ministre, les services du Président de la République, etc. Mais néanmoins, dans les médias, eh bien, il y avait un véritable travail sociologique à faire, à savoir poser un certain nombre de concepts sur ce qui était, en train d'arriver. Donc voilà, pour pas être trop longue, c'est vrai que la question a été pour moi davantage, mais on aura l'occasion d'en parler, la manière de cerner en fait ce type d'intervention et de comprendre ce qui s'y déroulait et quelle pouvait être en fait la valeur ajoutée d'un sociologue dans une analyse où on privilégie généralement le géopolitique et le militaire. Oui. Vous n'êtes pas connecté de la sphère médiatique? Effectivement. Moi, je suis un peu praticien, mais pas du tout sociologue, hein, donc je suis à moitié légitime. Pour vous dire, je suis à la Fondation pour le logement, donc qui s'appelait la Fondation Abbé Pierre, pour situer, il y a encore quelques mois. Et donc, je suis directeur des études et on fait chaque année le rapport sur l'état du mal-logement, qui est un peu un rendez-vous annuel pour les acteurs de la lutte contre le mal-logement et qui cherche justement, et c'est là où ça répond peut-être à la demande, à faire des ponts entre le monde de la recherche, le monde du militantisme aussi autour du logement, et puis le grand public et le monde institutionnel, pareil, hein, les ministères, les parlementaires, et puis les médias comme caisse de résonance et comme arène de tout ça. Et donc, on utilise évidemment les travaux des sociologues, aussi des économistes, enfin, on essaie d'aller chercher partout où on peut des arguments. Nous, on ne cherche pas la perfection de la recherche et la validation par des pairs, puisqu'on n'est pas dans ce registre-là. On n'est pas dans notre fondation des universitaires à écrire des articles, sauf exceptionnellement pour des revues, ou ou à enseigner, mais à convaincre qu'il faut agir contre le mal logement et puis essayer de trouver des nouvelles approches, des nouveaux angles. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher des chercheurs, notamment des jeunes chercheurs qui sont un peu moins installés, qui sont aussi plus indépendants, parce que dans ce combat, quelque part, il y a aussi des rapports de force. On essaie de convaincre les décideurs, on essaie de faire entendre une autre voix que celle très majoritaire, que sont les experts de l'immobilier, qui sont beaucoup plus puissants que notre petite fondation et qui sont essentiellement des économistes, des experts pas du tout économistes parfois, qui sont rémunérés par le monde de l'immobilier, les promoteurs, les agents immobiliers, etc. Et donc, on essaie de faire entendre une voix un peu différente, qui est désintéressée. On est une structure à but non lucratif, hein. On vit des dons de nos 300 000 donateurs, et donc de faire entendre une expertise un peu différente. Et donc, on va chercher des sociologues, des économistes qui sont pas spontanément, et c'est bien normal, dans ce registre de l'interpellation, encore moins du plaidoyer. Et alors, parfois, on essaie de les amener, nous, par facilité, en disant, mais écoute, tu as fait une thèse, un post-doctorat, des années de recherche sur les attributions de logements sociaux, c'est assez technique. On voit bien que tu es un chercheur, une chercheuse engagée. Il y a un projet de loi qui arrive. Toi, qu'est-ce que tu ferais comme amendement Et ça ne marche pas. Voilà, mais parfois, ça peut marcher. On a des gens qui ont plusieurs casquettes, mais en général, ça ne marche pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on est utile, hein, sinon on ne servira à rien. C'est de traduire, de faire ce passage entre le monde de la recherche et la traduction pour le grand public et de manière plus spécialisée dans les politiques publiques. Où là, on arrive sur des choses beaucoup plus juridiques, beaucoup plus techniques. Et donc, on a ce côté porte-voix un petit peu
des mal logés. Donc là aussi, c'est une différence par rapport aux experts en général, c'est qu'on essaie de porter la voix des mal logés ou de leur donner la parole pour qu'ils prennent la parole eux-mêmes, et puis de faire ce lien-là. Alors ça nous a aidé parce que comme on a fait 30 rapports annuels sur le mal logement, il faut quand même renouveler un peu l'analyse, et à un moment, on croit qu'on a fait le tour, on n'a jamais fait le tour, mais et donc en lisant, en allant dans des colloques, en rencontrant des chercheurs, on trouve des angles ou des approches différentes. Par exemple, il y a 3 ans, on a fait notre rapport annuel sur les questions de genre et mal logement. Et ça faisait plusieurs années qu'on voulait travailler là-dessus. Et on se disait, et c'était vrai, qu'il n'y avait pas de manière évidente des discriminations contre les femmes, par exemple, dans l'accès au logement, dans l'accès à la propriété, dans l'accès au logement locatif, par des agents du monde immobilier. Les organismes HLM, les bailleurs privés ne discriminent pas les femmes massivement. C'est pas eux qui sont elles qui sont le plus discriminés. En revanche, le détour par des travaux de sociologie, d'économistes, nous ont permis de solidifier ça, notamment un livre qui a fait un peu de bruit qui s'appelle Le genre du capital, qui relisait avec les lunettes du genre les questions de transmission de patrimoine et montrait que là où ça semblait être égal entre fils et filles, ça ne l'était pas. Et que donc il y avait des reproductions de ce type-là où Laure Crepin, qui a écrit sa thèse sur les conséquences résidentielles des ruptures conjugales, montrait que, à partir de travaux statistiques, d'enquêtes, etc., que les femmes y perdaient dans les séparations conjugales en termes de mal logement. Et donc ça nous permet d'ancrer nos travaux, nos témoignages, nos intuitions parfois sur des travaux qui sont plus sérieux, plus légitimes. Et donc voilà, il y a cet échange entre le monde universitaire et nous. On leur procure aussi soit de la visibilité, soit des terrains, soit parfois un peu de financement. Et puis, ils nous procurent leurs travaux, leurs analyses, parfois un peu leur légitimité. Il y a évidemment cette caution universitaire qui, quand on écrit un rapport, quand on va voir des parlementaires, donne un vernis universitaire. C'est pas pour ça qu'on va les voir, mais évidemment que ça aide. Et en même temps, la caution sociologue n'est pas celle qui cautionne le mieux, hein, quand même. Donc, parfois, de moins en moins, je suis désolé. Et donc, parfois, on va aussi voir des économistes qui ont une caution qui semble plus crédible. Tout ça est très discutable, mais quand on va voir des institutions, la caution économiste, statistique, effet sur le PIB, effet sur l'emploi, des politiques qu'on préconise, évidemment, participe à convaincre avec on essaie de convaincre par tous les moyens qu'on peut, hein. Et donc, ce sont des moyens parmi d'autres de faire passer ces messages-là. De chercher à convaincre des dirigeants, chercher à convaincre des gens qui sont détenteurs du capital et en tout cas détenteurs du pouvoir de décision. Et donc, quand on parle de détenteurs du capital dans des institutions importantes, on se demande comment on fait pour faire de la sociologie et qu'est-ce qui se passe. Alors, donc, je suis Martine et je fais donc ma carrière à la Banque de France et au départ dans le monde de l'informatique. Et dans le monde de l'informatique, dans les années 80-85, vous voyez, on se disait, mais comment se fait-il que des projets réussissent et d'autres échouent? Avec des résistances, avec des conflits, bon. Et alors là, je me disais qu'en tant qu'informaticienne, moi, j'étais persuadée d'apporter la bonne solution au bon moment. C'est la figure toujours de l'informaticien. Et là, j'ai rencontré donc la personne qui a créé l'Observatoire social. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Et ça datait d'une période de crise, grande grève à la Banque de France et les dirigeants ne sachant pas du tout par quel bout prendre le dossier. Donc là, je retrouve un petit peu l'urgence. Tout d'un coup, il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas continuer à travailler comme nous le faisions parce que la banque était quand même très en dehors de l'évolution de l'informatique extérieure. Enfin, il y avait une demande des salariés pour travailler autrement. Donc ça, c'était quand même tout à fait original et avec des dirigeants qui disaient, écoutez, là, on ne sait pas, dites-nous qui est ce groupe social, qui est qui, quelles sont leurs identités, leur culture, etc. Donc, et c'est Renaud Saint-Saulieu qui était partie prenante pour créer cet observatoire social. C'était l'époque d'un rapprochement, justement, les premiers rapprochements entre sociologues, chercheurs académiciens, et puis les praticiens
Et les entreprises, on a des choses à vous dire et vous avez aussi des terrains à nous offrir. Enfin, vous voyez, c'était déjà à cette époque-là. Donc, moi, je me suis simplement, en tant que personne formée à l'informatique et formée quand même avec un regard quand même humain, je dirais, je me disais, mais c'est pas possible que notre travail ne soit pas accepté dans tous les cas. Donc, je me suis interrogée sur la sociologie et Françoise Parmentier, qui a écrit dans le premier numéro de Sociologie pratique, m'a proposé de venir rejoindre l'Observatoire social pour comprendre. Et là, ça a été une grande révélation pour la sociologie de l'entreprise et faire des diagnostics sociologiques. Ça a été une ouverture incroyable et donc j'ai jamais quitté ce regard sociologique de l'intérieur. Alors, ce regard sociologique de l'intérieur est souvent critiqué puisque justement des chercheurs travaillent et apportent des résultats par leurs livres. Et bien sûr que nous nous intéressons à tous les savoirs, enfin tous les savoirs qui peuvent avoir un lien avec les travaux à mener au sein de la banque. Et donc, nous avons bien des commanditaires qui nous sollicitent pour nous dire, nous voudrions comprendre. Dans la dernière période là, de transformation que j'ai bien vécue de l'intérieur, c'était de nous dire, mais écoutez, on a monté un projet, on a vraiment bien travaillé et il n'est pas accepté. Est-ce qu'on va avoir une adhésion des salariés? Quelles seraient les conditions de l'adhésion, les conditions d'une coopération pour qu'on puisse mettre en place ces projets? Donc là, des grands projets étaient à la demandeurs de compréhension. Et j'avais fait une coupure dans mon parcours professionnel en travaillant sur des démarches qualité. On m'avait fait appel. Donc, quand je suis revenue, eh bien, c'est vrai que j'avais un bagage transversale au sein de la banque qui faisait que, en tant que posture de sociologue, j'avais aussi ma posture de professionnel au sein de l'entreprise qui avait quand même une certaine légitimité. Et donc là, le passage se fait de par la posture en interne de la personne qui a donc un peu roulé sa bosse et travaillé avec des personnes qui pouvaient être chefs de service et qui se retrouvaient maintenant directeurs ou même directeur général. Donc, vous voyez, c'était une possibilité d'ouvrir des terrains parce que il y avait un échange entre la personne qui avait fait ses preuves par ailleurs et en même temps la sociologie qui pourrait peut-être faire quelque chose. Donc là, c'était une période très riche pour moi parce que j'ai toujours eu du travail, on m'a toujours sollicité. C'est vrai que bon, bah, c'était satisfaisant et on verra peut-être après dans un deuxième temps comment. Pour cette affaire de est-ce que la sociologie, ça sert à produire un diagnostic et à susciter l'adhésion? Et j'ai envie de rebondir sur ça à partir de au moins deux de tes expériences. Une première expérience de formatrice dans le travail social. Est-ce que ça sert à fabriquer de l'adhésion? Et puis, en tant que responsable d'un établissement, est-ce que ça sert à emporter l'adhésion? Alors, si tu veux bien, je vais commencer même avant, parce que mon grand âge me permet de vous dire d'abord pourquoi la sociologie. Euh, En fait, d'abord, pas du tout la sociologie. Moi, ce que je voulais, c'était lutter contre les inégalités sociales. Voilà, j'étais socialisée comme dans un monde de militants. Et je voulais absolument lutter contre les inégalités sociales au quotidien. Et je me suis dit, bah, assistante sociale, tu es payée pour lutter contre les inégalités sociales. C'est quand même pas mal de trouver un métier qui permet au quotidien. Et là, j'ai rencontré la sociologie qui m'a permis de mettre des mots, de comprendre sur quoi reposaient ces systèmes d'inégalité de classe sociale, de genre, de race, et de comprendre les problèmes sociaux. Et puis après, dans mon exercice d'assistante de service social,
j'ai compris que c'était vain de demander à une femme de 58 ans qui a des problèmes de santé, qui habite dans un quartier où il y a un grand taux de chômage, de trouver un emploi. Et ça, la sociologie, ça permet vraiment de comprendre ce qui se joue pour cette femme et comment justement, eh ben, ça va transformer ma pratique étant plutôt auprès de cette femme de m'assurer qu'elle a bien l'ensemble de ses droits sociaux et de ne pas l'activer vers l'emploi. Voilà en quoi ça transforme profondément votre action, parce que autrement, souvent encore, les travailleuses sociales peuvent se dire, si cette femme ne trouve pas d'emploi, c'est qu'elle n'est pas assez motivée, c'est qu'elle a des problèmes psychologiques, hein. Donc une tentative toujours de psychologisation des problèmes sociaux. Donc ça a été, voilà. Et en même temps, la sociologie, je me disais, ok, c'est bien de faire la sociologie, mais ça ne change pas le monde. Donc voilà, je revenais toujours, j'ai fait en permanence ce lien entre l'action et l'étude de la sociologie. Et si la sociologie, ça change le monde, étudier la sociologie, ça change le monde, puisque effectivement, de poursuivre mes études, d'approfondir m'a permis, dans un deuxième temps, dans un deuxième temps, de devenir formatrice, c'est-à-dire de commencer à transmettre et une façon de transmettre avec là également des cadres théoriques solides pour transmettre sur le métier. Et troisième étape, je commençais à m'ennuyer dans l'action de formatrice et j'ai trouvé important d'aller réviser, de retourner aux études, et j'ai engagé une thèse de sociologie pour justement reconsidérer, réinterroger mes propres savoirs pour pouvoir le mieux possible les transmettre. Alors, évidemment, je ne sépare jamais les enjeux de militance et les enjeux théoriques. Et j'ai fait une thèse féministe. Alors, on peut, à 50 balais, s'autoriser à faire une thèse féministe. Le jury est attentif à connaître l'argumentation. Et ça a été évidemment très stimulant de passer d'observation sensible, d'observation engagée, à une structuration, à une démonstration, à une conceptualisation de ce que j'éprouvais, de ce que j'observais. Voilà. Et évidemment, normalement, quand on a fait une thèse, on devient soit un enseignant-chercheur, soit une formatrice-chercheuse. Et là, à nouveau, j'ai senti le besoin d'agir et de surtout pas faire un master de gestion pour occuper un poste de directrice générale, en me disant, il faut au moins une thèse pour occuper une fonction de dirigeante. Donc là, peut-être je développerai dans un deuxième temps pourquoi c'est hyper intéressant et structurant d'avoir une thèse en sociologie, et pas n'importe quelle la sociologie des rapports sociaux de sexe, pour diriger. Cette question, en passant le micro à Anna, autour de, au fond, quand on produit des résultats sociologiques et qu'on cherche à éclairer et à convaincre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est-à-dire pour convaincre son auditoire et puis pour espérer peut-être un peu infléchir la décision dans un sens qui nous semblerait correspondre à ses résultats, à peut-être ses valeurs, dans des arènes politiques et médiatiques. Anna. Alors, quand on
l'article que j'ai publié dans le numéro 50 ne porte pas sur les arènes institutionnelles, mais vraiment sur l'arène médiatique, avec l'idée de réfléchir avec les outils de sociologue sur ce qu'est l'expérience en fait de la sollicitation du chercheur dans les médias et à partir de mon propre exemple, voilà, des observations que j'ai pu conduire autour de 2 années intenses. Et donc en fait, si on veut effectivement, pour répondre à la question de François, on est en présence, je me suis retrouvée en présence, à égalité de présence, avec de multiples autres acteurs qui formulent un discours sur le social en général, mais plus précisément sur la guerre en train de se dérouler sur le territoire ukrainien. Et donc la question, si je peux reformuler la question de François, c'est en quoi est-ce que le discours qui manipule des concepts de sciences sociales et a une légitimité par rapport à d'autres discours. Et en quoi est-ce qu'en fait l'acteur qui est le chercheur a une légitimité, par exemple, par rapport à d'autres acteurs qui produisent également de la connaissance sur le social. Et donc, bien évidemment, vous voyez, je n'avais strictement aucune légitimité par rapport à des acteurs qui étaient, par exemple, les militaires. Si on prend l'exemple des plateaux télé, présents à mes côtés sur les plateaux télé, bien évidemment, tout simplement parce que la compétence technique n'était pas là et que la question technique ne pouvait être répondue que par eux. Et dans certaines situations, effectivement, je me suis retrouvée dans des situations cocasses que j'essaie aussi de sociologiser un petit peu, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette interaction. Ou par exemple, j'étais sur une grande chaîne d'information en continu, LCI pour ne pas la nommer, avec un présentateur vedette que je ne nommerai pas, où en fait, parce que quand même, où le sujet qu'on montrait, parce qu'on intercalait mon intervention par des sujets, était l'usage de bombes à phosphore par la Russie contre l'Ukraine. Et donc le petit reportage se termine, le présentateur se tourne vers moi et me demande et alors Anna Colin-Lebedev, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'usage des bombes à phosphore par l'armée russe ? Et ce à quoi je lui ai répondu, mais du tac au tac, mais que voulez-vous qu'une sociologue vous dise sur l'usage des bombes à phosphore par l'armée russe? Alors ça, c'est vraiment des situations de décalage et je pense de mauvaise interprétation de la nature de l'interlocuteur en face, mais aussi, je dirais, de cadrage de l'interaction, c'est-à-dire d'identification de ce qu'est le chercheur. Moi, par exemple, l'une des choses que j'ai fini par comprendre, c'est que, vous voyez, quand vous présentez quand vous êtes dans une émission de télévision, on vous demande, d'ailleurs dans tous les médias, on vous demande comment voulez-vous être présenté. Il faut que ce soit suffisamment court pour pouvoir passer dans le petit entrefilet là. Et donc, si vous dites, en fait, enseignante-chercheuse en sciences politiques qui travaille sur blablabla et blabla, ça ne va pas le faire, bien évidemment. Et donc, vous dites, spécialiste des sociétés post-soviétiques ou spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, parce que c'est comme ça que ça va le plus court. Mais si vous êtes spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, après tout, la bombe à phosphore, why not? Vous voyez? Bon. Et si vous dites spécialiste des conflits armés, alors là, ça ouvre un champ encore plus grand. Donc ça, c'est des éléments très intéressants, c'est-à-dire la manière dont on se positionne, dont on se situe. Mais pour moi, il était par exemple beaucoup plus intéressant, tout aussi intéressant, mais on peut aller un peu plus en profondeur, de réfléchir à la place respective du chercheur et de l'expert. Et notamment les experts des think tanks, des différents cercles de réflexion, etc. L'objet pour moi n'est pas de dire l'expert de think tank, en fait, il raconte des conneries et nous, les chercheurs, on détient une vérité, mais plutôt de réfléchir comment se fait-il que dans certaines situations, en fait, l'un des deux acteurs ait un savoir à partager qui soit pertinent que l'autre. Et parfois, ça va être l'expert et parfois, ça va être le chercheur. Et par exemple, l'un des éléments de réflexion que j'ai eu, mais qui est complètement embryonnaire, parce que précisément, ce n'est pas mon sujet. J'ai réfléchi vraiment à un sujet. Mon sujet, c'est la guerre. J'ai réfléchi à ce sujet à partir de ma propre expérience. C'est de me dire le type de travail qui est demandé en fait au chercheur et le type de travail qui est demandé à l'expert n'est pas du tout de la même nature. Les deux collectent de l'information pour produire une connaissance sur le social, mais l'un, en fait, va être l'expert sur un sujet comme le mien, va être dans une logique de veille. C'est-à-dire qu'il va suivre au jour le jour un nombre de sources plutôt illimitées sur des sujets qu'il va définir plutôt de manière large pour ne pas laisser passer, donc un peu d'économie, un peu de machin, vous voyez, un peu de militaire, un peu de politique, etc., pour ne pas laisser passer un truc. Et le mécanisme de veille lui permet notamment d'être capable de commenter l'événement, d'être sensible précisément à l'événement
et d'avoir des éléments d'explication sur l'événement. Or, nous, ce qu'on nous demande dans notre travail de chercheur, et ce par rapport à quoi on est valorisé, c'est pas du tout de brasser large et de suivre l'actualité, c'est davantage de nous poser une question de recherche à partir de laquelle on va trouver un corpus délimité, et donner une réponse qui correspondra en fait à ce corpus et qui sera, et je dirais, à l'inverse de l'expert, plus on aura du recul temporel et plus on ne sera pas dans l'actualité, plus on aura de la valeur ajoutée en tant que chercheur. Et donc ça, ce qui est très intéressant précisément, c'est les situations dans lesquelles ça colle pas. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une interaction médiatique, vous pouvez effectivement être, la plupart du temps, la logique de l'actualité chaude fait que, quelle que soit l'émission, même si c'est France Culture, même si c'est un truc hyper confortable pour les chercheurs, on vous posera forcément une question de commentaire d'actualité qui vous demandera de mobiliser un type de travail intellectuel qui n'est pas du tout le vôtre. Voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant, justement, de réfléchir un peu en termes de plus de contraintes structurelles de deux métiers que, par exemple, je sais pas, les chercheurs, que de dire les chercheurs ne sont pas suffisamment écoutés. En réalité, il y a des questions sur lesquelles et des types de travaux sur lesquels on n'a pas vocation, précisément, en tant que chercheur en sciences sociales, à avoir une connaissance. C'est intéressant parce que ça pose tout de suite la question de la temporalité, quoi. La temporalité de la recherche et donc la temporalité de la collecte patiente de données, et puis la réflexion longue, conceptuelle pour rendre compte des réalités observées. Et au fond, une temporalité médiatique qui, on le sait, est vraiment dans l'immédiateté. Alors dans l'immédiateté parce que c'est le job des médias, en particulier ceux-là, mais aussi de l'immédiateté parce qu'en fait, on sait qu'on a 5 minutes, 10 minutes sur un plateau et qu'il ne s'agit pas de dire, autant on peut faire avec des étudiants, on peut leur dire, écoutez, à cette question, je n'ai pas la réponse, mais la semaine prochaine, on se revoit, je vous l'apporterai. Là, c'est pas possible. Et je trouve que cet élément de la temporalité, de ces divergences, est évidemment structurant dans cette question d'investir le monde social. Je me pose aussi la question de cette temporalité, mais aussi du lien à l'expertise, parce que comme vous l'avez dit, Manuel, vous avez face à vous tout un tas de savoirs de différentes natures, de différentes disciplines, avec, d'une certaine manière, je vais le dire comme ça, dans un terme impropre, sans religion disciplinaire ou sans appétence toute particulière pour l'une ou pour l'autre, et vous choisissez. Alors vous choisissez comment? Moi, je m'interroge là-dessus. Je m'interroge sur comment vous choisissez. Est-ce qu'il faut que les résultats ils soient plus pertinents que pertinents? Ou est-ce qu'ils soient plus proches de ce que vous voulez défendre? Et est-ce que des fois, vous allez prendre un résultat qui peut être pensé un peu moins solide, mais plus raccord avec ce que vous défendez? Comment ça se joue, cet arbitrage entre différentes sources d'expertise, différentes formes d'expertise dans votre travail à la Fondation? Eh ben, c'est une bonne question. Effectivement, nous, notre objectif n'est pas voilà, d'avoir une école théorique ou une discipline en particulier. Notre objectif, c'est de faire reculer le mal logement. Donc, voilà. Et donc, évidemment, comme tous les acteurs engagés et qui doivent essayer d'influencer l'actualité, les décideurs, etc., on va aller chercher ce qui nous intéresse et ce qui nous arrange dans les écrits, dans la littérature, dans les experts, etc. En essayant, et c'est une question sur la temporalité dont vous parliez, de rester crédible pendant longtemps. Donc, je l'ai dit, ça fait 30 rapports annuels qu'on fait. La Fondation pour le logement, qui s'appelait Fondation Abbé Pierre, elle a été créée il y a 35 ans. Si on va que chercher ce qui nous intéresse ponctuellement, en tordant les faits, en faisant dire aux chercheurs des choses inverses de ce qu'ils ont dites, en allant chercher que les chercheurs les plus militants qui vont dans notre sens, etc., à un moment, nos interlocuteurs, ils s'en aperçoivent, et que ce soit les chercheurs déjà, et donc on se coupe de cette communauté qu'on essaie justement de faire vivre, de rassembler, d'utiliser, de servir, enfin, dans un échange un peu réciproque. Donc on peut se couper d'eux très vite, et évidemment, des choses que le grand public ou les journalistes ne verraient pas du tout, et dire, ah bah il a bien répondu, hein, il a répondu comme je voulais, c'était très bien, c'était rapide, il y avait de la punchline et tout. Le chercheur qui regarde dit, mais il a dit n'importe quoi en fait, lui là. Et donc c'est une association militante, bon voilà, ils font un peu leur spectacle, mais on va plus travailler avec eux, évidemment. Donc ça, c'est ça qu'on essaie d'éviter. Et puis aussi, dans les décideurs, dans les experts, dans les cabinets ministériels, aussi dans les acteurs économiques avec qui on travaille, hein. Parfois on s'affronte, mais parfois on travaille avec eux, les promoteurs, les agents immobiliers, les organismes HLM, les élus locaux.
ils connaissent leur sujet, en tout cas une partie de leur sujet. Et si on dit à un moment n'importe quoi, évidemment, on perd notre crédibilité. Et nous, on doit rester crédible pendant longtemps. C'est pour ça que par rapport à d'autres collectifs parfois plus militants qui ont juste envie de faire parler d'eux, par exemple, il y avait un collectif qui s'appelait Le Revers de la Médaille, qui a surfé vraiment sur les Jeux Olympiques pour dire, regardez, à cause des Jeux Olympiques, la mairie de Paris, l'État, ils démantèlent tous les campements, ils envoient les SDF un peu partout, etc. Et il y avait des raccourcis quand même qui étaient un peu gros parfois parce qu'il fallait surfer sur l'événement. Et du coup, il y a une couverture internationale parce qu'il y a une opportunité médiatique et ils l'ont saisi. Nous, on n'a pas voulu aller là parce que ça nous semblait grossir l'événement, lui attribuer des choses qui n'étaient pas vraies et qui n'avaient rien à voir avec les Jeux Olympiques. Pour rester enfin, déjà parce qu'on a envie d'être un peu honnête et pour rester crédible auprès de nos autres interlocuteurs. Si auprès de l'État, ils disent bah, la Fondation pour le logement, en fait, ils cherchent juste à faire le New York Times, etc., parce que c'est l'occasion des JO, évidemment, on perd cette crédibilité-là. Donc parfois, on s'interdit d'avoir la réponse un peu forte, un peu facile. Et après, qu'est-ce qu'on va aller chercher on essaie quand même d'être efficace, d'être scrupuleux, mais aussi efficace dans notre plaidoyer. Et donc, je disais, on va chercher ceux qui nous apportent des connaissances, mais aussi ceux dont la caution apporte quelque chose de plus à ce qu'on peut raconter. Nous, là où on est bien identifié, bien légitime, c'est porter la voix des mal logés, financer 900 projets associatifs sur le territoire pour les mal logés, etc. De ça, on est légitime, on nous connaît, on fait des amendements, on fait des propositions, on connaît le sujet. Par contre, là où on va trouver une légitimité qui nous apporte quelque chose, c'est par exemple si on va chercher des médecins ou des épidémiologues ou des gens qui viennent avec la casquette santé. Donc là, on travaille beaucoup avec l'ARS, avec des médecins en santé publique, pour montrer que oui, l'insalubrité, le bruit dans le logement, la précarité énergétique, ça a des effets sur les retards scolaires, sur la productivité, sur le sommeil, sur la vie de famille, etc., etc. Et donc, on peut parler plus largement. Et donc, faire de la rénovation énergétique, ça baisse les dépenses de soins pour l'assurance maladie. Et donc, tout à coup, on peut s'adresser avec ça, grâce à des médecins et grâce à des économistes qui le chiffrent, on s'adresse à Bercy pour dire, regardez, c'est pas que le ministère du Logement qu'on vise, parce qu'eux, ils savent bien que c'est bien de rénover les logements, mais Bercy, ils peuvent dire, c'est vrai que dans le cadre du plan de rigueur, ça peut être pas si bête de dépenser de l'argent pour faire des économies ensuite. Donc ça, c'est des choses assez classiques, et tout le monde va chercher ces économies par les agriculteurs, bref, c'est un argument assez classique. L'argument de l'emploi également aussi. Donc là aussi, on essaie de montrer que ça a des répercussions positives sur l'emploi. On essaie d'aller chercher également des personnes qui ont une scientificité. Donc les médecins, évidemment, c'est très populaire. Les économistes, je l'avais dit, qui peuvent avec des appareils statistiques un peu plus robustes, montrer que c'est bien de rénover les logements, que encadrer les loyers, par exemple, bah, ça ne fait pas forcément baisser l'investissement locatif. Donc là aussi, les quelques économistes qui disent ça, évidemment, c'est vers plutôt eux qu'on va se tourner. Mais c'est aussi souvent les économistes les plus indépendants des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques. On va aussi chercher des personnes qui n'ont aucune légitimité universitaire, mais qui ont une légitimité sociale, sociétale, entre guillemets, les parents d'élèves, les enseignants, qui sont au plus proches de la vie quotidienne et des effets du mal logement. Donc, on essaie de créer des coalitions, en fait. C'est pas juste créer des cautions, aller chercher des tampons, c'est créer des coalitions pour montrer que la question du logement, elle dépasse la question, le cercle des experts du logement, qui ont évidemment toujours envie de dépenser plus pour le logement, mais que ça a des effets plus larges. Et donc là, les sociologues nous aident aussi à montrer toutes les répercussions que le mal logement peut avoir sur différents pans de la société. Donc c'est ça qu'on va chercher en essayant de ménager justement notre crédibilité à long terme. Mais je pense qu'on y arrive assez bien, on a plutôt une bonne image. On a été parfois attaqué par soi-disant des universitaires plus scrupuleux ou compétents que nous. Par exemple, Olivier Galland du CNRS qui est tamponné, etc., qui disait vraiment des grosses bêtises et qui n'avait aucune rigueur scientifique. Donc on n'est pas forcément le plus scientifique, celui qui est scientifique. Voilà. Donc on essaie aussi de challenger parfois des personnes qui veulent nous challenger à tort quand c'est le cas. Et le tampon universitaire n'est pas un tampon d'immunité non plus, quoi. Voilà. Disons qu'Olivier Galland a été un énorme défricheur des sociologies de la jeunesse et qu'il a assez vite, assez et récemment, depuis une dizaine d'années, glissé vers un certain nombre de défenses de valeurs de l'entreprise et de la réaction, je le dis très vite, mais qui fait que du coup, ces positions sont plus toujours audibles, y compris dans le champ académique pour de vrai. Donc cette question de la crédibilité, elle est intéressante parce que elle se joue pas simplement
dans les arènes de l'action, quoi. Elle se joue aussi dans des arènes où ça se diffuse, quoi. Un universitaire reconnu qui publie beaucoup, il peut aussi à un moment donné être interrogé et complètement glissé. Je rappelle qu'il y a des sociologues qui ont défendu Raoult et qui ont fini par complètement glisser parce qu'ils étaient en dehors de leur champ de compétences, en dehors de toutes leurs données, de toutes leurs capacités d'expertise. Et pourtant, ils ont développé un discours à ce moment-là, mais euh, certaines fois, ils ont en effet été sanctionnés et un peu sortis parce que c'est pas parce qu'on a une expertise dans un domaine qu'on devient le sachant universel. Alors, on peut revenir sur cette histoire de crédibilité, parce que dans une organisation comme la Banque de France, la crédibilité et la légitimité du savoir sociologique, ça se joue aussi sur la durée. Alors, une question qui m'intéresse beaucoup, quoi, c'est de savoir comment on fait sur la durée, et puis aussi de réfléchir à quand même de poser une base pour la suite, pour la salle notamment. C'est que quand même, c'est une organisation qui a une grande pérennité, mais c'est pareil pour la Fondation, et on pourrait dire la même chose de l'IRFAS. Et d'une certaine manière, dans des organisations qui prétendent être très changeantes, très vite, sous le régime de l'accélération, dans lesquelles on commande des études, et puis on les oublie aussi vite parce qu'on passe à autre chose. Euh, Est-ce que ce rôle qui a pu être le vôtre, qui est le vôtre aujourd'hui, ou qui a pu être le vôtre dans des organisations pérennes, est-ce que ça change pas un peu dans des situations, je laisse ça pour la suite, mais je voudrais qu'on continue à réfléchir sur la crédibilité, la durée dans des grandes institutions pour aussi réfléchir avec le décalage, avec des structures peut-être plus petites. Mais Martine, d'abord, une belle institution. Alors, à partir déjà des propos qui ont été tenus, on voit bien qu'au niveau de la Banque de France, donc on est bien sur un temps long, donc comme pour la Fondation du mal logement, et on a, par les résultats, par les restitutions aux personnes elles-mêmes qui ont fait l'objet du diagnostic sociologique, on a eu des retours positifs parce que les personnes se reconnaissaient dans les travaux que l'on avait. Et ça, cette reconnaissance, eh bien, elle reste. Il y a des personnes que j'ai réinterrogées, bon, parce que je faisais des échantillons, qui avaient déjà été interrogées et qui m'ont dit, le climat n'est pas facile, mais j'ai accepté parce que vous aviez été utile, l'observateur social avait été utile antérieurement. Donc, cette crédibilité, elle se construit et c'est vrai qu'elle peut être fragile et que pour qu'elle existe et qu'elle perdure, il faut être dans une posture d'écoute et de compréhension des transformations du système social. On ne peut pas être sur quel changement conviendrait, qu'est-ce qu'il faut faire à cet endroit, même si dans nos restitutions, on est passé quand même de présenter les identités professionnelles. Par exemple, on a eu quand même toute une vague de diagnostics sociologiques. C'est parlez-nous de certains systèmes, aussi bien dans des niveaux statistiques, au niveau des études, des travaux fiduciaires. Enfin, vous voyez, on avait une variété, mais c'était qui sont ces personnes, quelles sont leurs identités professionnelles. Ce qui n'était pas le cas dernièrement, donc la légitimité évolue, elle évolue. On peut la maintenir en s'adaptant parfaitement aux demandes des commanditaires, même si on sait que de la question du commanditaire à la formulation du diagnostic, il y a un petit travail méthodologique qui est important pour qu'on puisse se construire vraiment et aller sur le système social et non pas sur ce qu'il conviendrait de faire. Donc ça, c'est toujours vrai. Mais les transformations du système social, on a toujours besoin de compréhension des évolutions, mais ce n'est pas forcément le même système social. Nous, sur 30 ans, on voit bien que ce n'est pas les mêmes, mais les mêmes à se poser des questions. Donc la légitimité est forcément ancrée dans la réponse que l'on apporte aux questions des commanditaires. Les commanditaires ont évolué. Au début, c'était les grands dirigeants. Après, ça a été un niveau sectoriel, je dirais, d'activité. Et maintenant, on voit bien même que ce sont donc des directeurs de grands projets
qui disent, mais là, on ne comprend pas, venez. Donc, les commanditaires évoluent, le groupe social évolue à force de transformation, mais les questions restent. Parce qu'on nous dit, quelquefois, on nous dit, bah, depuis le temps que vous faites des études, on ne devrait même plus en avoir besoin. Ça, on l'entend tout le temps. Mais c'est justement, c'est que le système social n'est jamais le même et que les dirigeants n'ont pas toujours l'appétence de Véronique pour les sciences sociales. Donc, quand on se retrouve avec un dirigeant qui est en difficulté et selon son parcours, bon, ben, c'est forcément qu'il aura besoin de comprendre et d'injecter. Donc, les restitutions que l'on peut faire, aussi bien au niveau des dirigeants qu'au niveau des personnes que l'on a interrogées sur le terrain, c'est ce moment-là, se joue énormément de choses pour qu'on puisse poursuivre le travail. Et à titre anecdotique, nous avons travaillé ces derniers temps en province, ce que l'on n'avait pas pu faire avant. La province n'était pas vue par les dirigeants comme elle l'était maintenant. Donc, on n'avait pas eu l'ouverture du terrain, mais là maintenant, on l'a eu. Mais à ce moment-là, le dirigeant, il est du siège et on va dans des régions. Et il y a eu une responsable régionale qui m'a dit, ah non, mais alors là, venez pas chez moi, hein. Je dis, comment c'est, ça se passe bien? Ah non, 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 mais là, c'est pas possible. Alors bon, donc on a négocié, enfin, j'ai réussi à garder l'ouverture du terrain. Et elle a dit, mais si au CE, j'entends parler de vous, ce n'est fini. Pour vous dire qu'il y avait des enjeux quand même importants. Donc, la légitimité. Et je dois reconnaître que ça m'a fait très plaisir. Il m'a rappelé après. Il m'a dit, tout s'est bien passé. Parfait. Ouf. Mais pour vous dire qu'effectivement, on est toujours sur cette légitimité. Et pour durer, il faut faire un bon travail. Il faut faire un bon travail. C'est-à-dire, pour moi, un bon travail, c'est un travail où on respecte les échantillons anonymes. On ne demande pas à travailler, on nous demande, c'est pas le commanditaire qui nous livre la liste des personnes interrogées, par exemple. Enfin, vous voyez, ça se loge dans des détails. Il faut être précis et que l'histoire qu'on raconte à la fin soit bien celle du système social dans lequel on a travaillé. En rebond, Véronique, cette histoire de crédibilité, ça joue à quel niveau? Ça joue à quel niveau? Dans la formation, ça joue à quel niveau dans la direction? Parce que d'une certaine manière, aujourd'hui, moi je m'imagine être formateur à l'IRFA, je pourrais dire ouais, ok, la patronne, elle a son doctorat de sociologie et elle pense qu'il faut faire ci ou ça. Et alors? Et donc, et donc, Alors, c'est vrai qu'a priori, pour solidifier un modèle économique, gérer des ressources humaines, mobiliser un patrimoine, manager des équipes, a priori, on ne va pas vers une thèse de sociologie spécialisée sur les questions de genre dans le travail social. Pourtant, et merci à Sociologie pratique de m'avoir donné l'occasion de commencer à l'écrire. Pourtant, je pense que faire une thèse, s'engager dans un travail de recherche, donne des compétences solides pour diriger. Alors, c'est vrai que ça me donne quand même une certaine autorité par rapport au monde professionnel qui sont les formateurs et les formatrices. Elle a étudié, elle a travaillé. Donc ça c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Ce que je mettrai en avant d'abord, c'est la méthode de l'enquête. La méthode de l'enquête oblige à observer, regarder, recueillir des données, recueillir les savoirs
sur le problème qu'on a identifié, les analyser, croiser les analyses, se disputer ou discuter, construire des hypothèses, les vérifier et produire des résultats. Et le temps de l'enquête me semble être le temps adapté pour diriger. C'est-à-dire que quand je rencontre un problème, ça nécessite que je l'observe, que j'enquête, que je pose des hypothèses, que j'analyse, que je construise des résultats. Et donc cette temporalité-là, cette façon de faire, à mon sens, amène d'autres résultats que l'illusion de l'expertise managériale appuyée exclusivement sur les sciences de gestion. Ça propose aussi, parce qu'un des risques majeurs quand on est dirigeante ou dirigeant, c'est que le pouvoir assèche. C'est-à-dire que très vite, on est quand même pris par ce truc que on peut décider de plein de trucs à peu près très vite si on le souhaite et avec des effets conséquents pour une institution, pour des collectifs de travail. Et la sociologie, les sciences sociales et la méthode de l'enquête amènent évidemment, vous l'aurez compris, de la controverse, du contre-pouvoir, de la critique et des espaces de tension, de paradoxe. Donc, en fait, la démarche sociologique m'a apprise à cultiver les paradoxes, à cultiver les tensions et même à y trouver un certain plaisir intellectuel. Et alors, comment transformer ce plaisir intellectuel en plaisir pratique avec des points de vue différents, des rapports différents, voilà. Donc voilà, ça permet d'aimer, d'appréhender les tensions, les difficultés et les problèmes. Et c'est pas rien quand on ambitionne de diriger. Merci beaucoup à tous les quatre. Je trouvais que c'était très intéressant ce que vous venez de dire. Et j'ai parlé donc des diagnostics sociologiques que l'on faisait, mais il y avait aussi, j'avais donc créé un petit post sociaux pour les managers engagés dans les transformations qui disait, mais écoute, il faudrait quand même qu'on ait un peu plus de réflexion, un peu plus de savoir sociologique aussi, alors sur l'innovation inordinaire, les mondes sociaux, connaître bien notre bureaucratie, parce qu'on est quand même peut-être une bureaucratie ouverte, mais bureaucratie au départ, puisqu'une grande institution. Et je trouvais que c'était vraiment important. Et on a eu beaucoup d'échanges sur cette temporalité, la sociologie qui permet de prendre du recul. Et quand on faisait nos réunions de post-sociaux et les thèmes, on avait toujours cet échange par rapport à l'existant pour les managers. Et je crois que ça a été à la fois un outil de veille, parce que en se rencontrant, on parlait des problèmes. Et donc, pour moi, c'était important. Et en même temps, c'était de nourrir les personnes en disant « je ne vois plus les choses de la même façon ». Donc, petite pub, et Saint-Saulieu, le SIC de Saint-Saulieu, pour moi, est toujours d'actualité dans les entreprises, c'est-à-dire qu'un diagnostic sociologique peut s'interroger à la fois sur la structure, sur ce qui convient de définir comme règle, en fait, tout ce qui tourne autour de l'organisation, mais s'intéresse aussi au mode d'interaction entre les personnes. Et là,
on voit vraiment, et les personnes sur le terrain sont prolixes sur cette partie-là parce que justement, ils connaissent, ils sont le réceptacle de tous les intervenants, de tous les domaines dont vous parlez, de tout ça, tout on arrive. Et eux, ils se disent, mais attendez, nous, il faut qu'on produise. Alors, tout ça, et ils ne se mettent pas d'accord et ils sont toujours en opposition. Il y a les controverses professionnelles. Et c'était vraiment un accent que je soulignais pour les dirigeants et pour les responsables, accepter les controverses professionnelles et évidemment, il faut les domestiquer. Mais bon, c'était. Et donc, ce travail-là que l'on avait fait avec de réflexion au niveau des managers, j'avais ressenti ce besoin de nourrir les managers de cette réflexion sociologique pour ceux qui en voulaient. Enfin, vous voyez, hein, on était modestes. Hein. Alors, merci beaucoup à toutes les quatre. Je fais exprès d'utiliser l'accord majoritaire. Je voudrais lancer un premier tour de première salve de questions à la salve, mais une première salve un tout petit peu particulière, puisqu'Anna m'a confié avoir une contrainte temporelle. Et donc, je voudrais que les premières questions, elles soient un peu plutôt dirigées vers Anna, et puis après, lancer plutôt des échanges entre chacune et chacun des intervenants. Alors, on a parlé de légitimité, de pouvoir, de rapport de force et temporalité. Je crois que c'est des concepts qui font toujours réfléchir, qui sont structurants de la discipline, qu'on retrouve là ce soir autour de ces quatre interventions. Autant de pistes pour réfléchir, mais je suis sûr que vous en avez plein d'autres de vos côtés. Il y a une question qui me posait par rapport à votre récit, ouais. Je m'interrogeais par rapport à l'acuité avec laquelle vous avez justement montré les conditions de parole parfois difficiles dans ces espaces médiatiques. Je demandais, est-ce que vous avez une réflexion sur où est-ce que je vais, où est-ce que je vais pas aussi? Et s'il y a des, enfin, on pense typiquement à CNews par exemple, ce genre d'espace, et comment vous tracez la frontière entre des endroits où la parole est de qualité suffisante pour pouvoir la prendre et ceux où c'est pas le cas? Alors, c'est vrai que j'ai insisté sur ce qui allait pas, mais en vrai, c'était difficile, mais ça s'est plutôt bien passé parce que précisément, je pense que ça se passe bien à partir du moment où on se pose la question de où est la valeur ajoutée en fait du chercheur, sur quel type de sujet, et c'est une réponse à votre question. C'est-à-dire que pour moi, la question du choix de la réponse n'était pas une question de. Alors, il y avait effectivement une condition minimale qui était la condition de la déontologie journalistique. J'allais dans les médias dont je considérais qu'ils respectaient les exigences de la déontologie journalistique. Donc, typiquement, CNews, non. Mais j'avoue que par rapport à, mis à part eux et un certain nombre de médias, disons, un extrême politique que j'ai préféré ne pas fréquenter, mais qui m'ont pas non plus sollicité, à vrai dire. Voilà, donc la question s'est pas posée. Mon choix a été plutôt de réfléchir à partir de quel moment, en fait, j'ai un éclairage qui peut être différent de celui précisément des autres types d'experts ou de spécialistes qui sont disponibles sur le plateau. Et alors, en réalité, au début de la guerre, c'était à peu près partout, dans la mesure où il y avait une espèce de grosse tache blanche au niveau de l'Ukraine, et que à peu près tous les journalistes de France et de Navarre devaient se former à ça, parce que aussi bien la presse généraliste que les médias spécialisés, voire la presse professionnelle, en fait, devaient se former à l'Ukraine, parce qu'il y avait forcément une dimension Ukraine de leur sujet, même y compris sur des questions techniquement assez éloignées, et que par ailleurs, voilà, il y avait juste, je dirais, la première phase de la guerre, c'est des articles de décodage, de comprendre qui sont ces gens-là, quel est leur rapport à la Russie, c'est quoi cette histoire, quelle langue ils parlent, qui a provoqué la guerre et de quelle manière, etc. Donc en fait, voilà, la mise en contexte était relativement facile. C'est après que ça se corse. C'est-à-dire, ce qui se corse après, c'est qu'on passe d'un moment où il y a besoin de mise en contexte, et là, en tant que chercheur, on est super bien placé, à un moment où, en fait, on va être sur de la couverture de la routine de la conduite de la guerre.
les opérations, qui avance de 3 mètres, qui recule de 3 mètres, ce que Poutine a dit, ensuite ce que les présidents américains ont dit, Biden puis Trump, etc. etc. Et là, il y a des sujets pour lesquels, oui, il y a une mise en perspective qui est possible, et d'autres pour lesquels, a priori, non. Et notamment la question qu'est-ce qui est dans la tête de Vladimir Poutine. Ça, je dois vous avouer qu'assez rapidement, il y a eu un petit agacement qui s'est... voilà. Et donc, en réalité, à ces questions-là, c'est-à-dire que j'ai accepté pendant un moment les invitations, mais je détournais totalement la question. Et après, par exemple, moi, j'ai eu une stratégie qui était une stratégie, en fait, de proposition de mise à l'agenda médiatique, en me disant, qui était une stratégie beaucoup plus proactive et non pas réactive. Je constatais que les médias avaient tourné en rond. Mais ça, c'est assez classique, la circulation circulaire de l'information, c'est-à-dire qu'un sujet qui va être couvert par un gros média, par exemple Le Monde, tous les autres gros vont se sentir obligés de le reprendre, et ensuite tous les autres derrière eux vont se sentir obligés de le reprendre, et donc ça tourne en rond, et on a l'impression d'entendre parler du même truc en cercle. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'utilisais pas mal les réseaux sociaux, on en parlait auparavant, qui ont été vraiment une source de communication, alors un peu vers le grand public, mais beaucoup vers les médias. Pour vous dire, j'ai commencé la guerre sur Twitter avec 3000 followers. J'ai arrêté Twitter il y a à peu près, je sais pas, un an peut-être, avec 100 000. Donc ça avait vraiment considérablement explosé. Et donc en fait, je publiais de longs fils j'éclairais un sujet. Je disais, bah voilà, en fait, il y a ce micro-événement-là dont pas grand monde n'a parlé. Et en réalité, il me paraît important parce qu'il il permet de tirer le fil vers telle question, telle question, telle question. Alors, très, très chiant généralement. Et je m'attachais à ce que ce soit bien chiant en mettant plein de liens vers des articles sur Kern, tout ça, sur chaque truc. Ce qui m'a évité d'avoir des trolls. C'est une stratégie anti-troll très efficace. C'est-à-dire qu'au bout du 5e post du fil avec des liens sur Kern, il n'y a plus personne. Le troll, il est parti. Mais ce qui était intéressant dans cette démarche, justement, c'est que je savais que quand je publiais un truc comme ça, dans les 2 heures qui suivaient, j'aurais plusieurs messages ou plusieurs appels de journalistes qui me diraient ah, c'est intéressant votre truc, en fait, j'aimerais bien qu'on en parle. Parce que précisément, je leur proposais un angle nouveau dans un format accessible et qui me permettait à moi, en fait, de déployer un truc qui était un peu plus solide parce que, bien évidemment, j'avais réfléchi à ce que je leur proposais comme sujet. J'avais forcément des choses à dire là-dessus et des observations. Alors aujourd'hui, j'utilise beaucoup moins les réseaux sociaux, mais par exemple, ce que je fais aussi de manière un peu plus proactive, c'est que je fais des enquêtes de terrain en Ukraine, non pas sur la zone de front, mais véritablement sur la guerre. Et donc, en rentrant, je fais en sorte de publier quelque chose qui montre que je reviens d'Ukraine. Et là, bien évidemment, hop, coup de fil où on discute, voilà. Et il y a une possibilité, je trouvais ça très intéressant, l'émergence d'une possibilité de proposer des cadrages. Et ça, je pense que c'est des circonstances assez uniques comme ça aujourd'hui, et des relations aussi, je pense, de confiance. On parlait de base de confiance assez unique construite avec un certain nombre de journalistes, où en fait, ils me suivent sur le cadrage que je propose. Parce qu'ils savent que, alors, il y a aussi un intérêt véritablement en termes de couverture, mais ils savent ce qu'ils vont pouvoir en tirer. Mais c'est bien évidemment pas évident à construire, et c'est une grosse responsabilité parce qu'aujourd'hui, si je dis une connerie, eh ben, elle est quand même rapidement démultipliée. Donc, on peut plus, on n'est plus aussi tranquille que quand on écrit un mauvais article et qu'on se fait, qu'on se fait assassiner par tous les collègues. Vous pouvez dire la question et on la répétera dans le micro, non? On va... Merci pour votre intervention, parce que c'est justement un peu mon sujet. En fait, j'ai une demande. C'est pour moi, le sujet aujourd'hui, c'est comment on passe de la sociologie à l'action. On est dans une perspective pragmatique. Et donc, ce que je vous demande à tous, c'est des cas où on aurait une enquête sociologique suivie d'une conséquence. La conséquence montre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, une action, quoi. Et alors, Madame vient de donner une solution parce que, au fond, il y a 2 façons de concevoir l'action. Il y a répondre à une demande sociale,
ou bien accomplir un acte de recherche. Et vous venez de nous raconter que dans un premier temps, vous vous faites piéger un peu par le monde journalistique. Dans un deuxième temps, vous dites, il faut que je prenne de l'indépendance et que je fabrique moi-même l'acte. Mais donc, je reste quand même très demandeur. Comment l'évaluation d'une enquête sociologique, c'est des conséquences. Donc, si vous nous racontez des cas de conséquences, j'ai l'impression que vous avez accompli un acte. Et je suis très content parce que les sociologues ont du mal à accomplir des actes. C'est vrai que c'est difficile et c'est dangereux. Et il y a plein de cas où des gens qui ont cru bien faire en étant militants, en fait, n'arrivent pas à accomplir l'acte parce que, comme vous l'avez raconté, ils sont un peu grillés. Donc, les conséquences, voilà ma question. Merci beaucoup. Alors, sur les conséquences, voilà, ça me traverse l'esprit, donc je vais répondre par le plus difficile pour moi. Ça a été un diagnostic sociologique dans un nouveau centre industriel où on a été très surpris du climat social qui existait, dans beaucoup de soucis dans cette organisation. Et la restitution a été très difficile parce que, bien sûr, grand projet de transformation, beaucoup d'intervenants, le domaine immobilier, puisqu'il y avait eu l'informatique, la technologie, enfin, vous voyez, et l'humain. Et donc, quand nous avons restitué, vraiment, j'ai senti que nous dérangions beaucoup. Et ça a été compliqué. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'effet. Et 2 mois plus tard, il y a eu une grève très difficile. Et j'ai eu une personne, un dirigeant, qui était dans le couloir, qui me croise et qui m'arrête et qui me dit « Ah, vous nous aviez tout dit, mais on n'y a pas cru. » Donc, je me dis en même temps que ce dirigeant a dû avoir une pensée peut-être pour d'autres lieux où après il pourrait voir, mais là c'était le plus difficile parce qu'on ne savait pas qu'on allait trouver un terrain aussi difficile et c'était en province et à Paris, c'était dilué en fait, la responsabilité était diluée avec bien des soucis et bien des progrès de faits, mais il y a eu ça. Donc ça c'est un effet négatif je dirais. Mais en même temps, nous avions fait la présentation des résultats. Nous avions rendu compte de la situation, mais pas d'effet positif. Il y a eu un autre diagnostic sociologique où on parlait de la transformation, mais qui avait généré des fermetures de centres. Et là, sur ces fermetures, silence radio. Et nous, dans notre institution, on a dit, mais attendez, il ne faut pas oublier ceux qui vivent les fermetures. Et là, j'ai eu à nouveau un diagnostic sociologique sur ces fermetures. Et comme effet, qui me vient, parce qu'il y en avait d'autres, mais un effet symbolique sur une fermeture, c'est le mail du directeur général aux personnes qui ferment les derniers qui restent. C'est symbolique. Mais humainement, j'ai été très heureuse qu'on le dit en restitution, que ce serait bien de prêter attention, et ça a été fait. Après, un autre exemple, ce sera le dernier. Le même qui a écrit le mail, là, qui me dit, mais dites-nous ce qu'il faut faire, on prend. Mais c'est le piège, parce que justement, ce n'est pas aux sociologues d'aller prendre la main. Mais j'avais quand même préconisé que ce serait bien qu'il y ait un séminaire qui réunisse des personnes experts RH, dirigeants régionaux,
dirigeants départementaux et qui puissent discuter entre eux de ce qu'il convient de faire. Parce que s'il y a des fermetures à un endroit et des ouvertures à un autre, vous imaginez bien qu'il y a du déplacement, des mutations. Et ces mutations doivent être accompagnées. Les problèmes de mon logement dans une petite ville et mon logement dans une grande ville, on retrouve, il peut y avoir des difficultés à passer de l'un à l'autre. Donc, allez voir et traiter les cas. Et au bout d'un trimestre, il ne s'était rien passé. Et là, la mouche m'a pris. Je me suis dit, ben, je le fais. Donc, on a réussi à créer pour une région ce séminaire et en disant, écoutez, il me semble que c'est important. Et donc, on a réuni, j'avais participé à l'animation, etc., avec d'autres. Enfin bon, on l'a fait. Et j'ai su après que ce séminaire a été reproduit dans d'autres régions lorsque ça s'était fait. Donc ça faisait un effet pour moi. Et, et bien sûr, globalement, pour chaque diagnostic sociologique, on nous posait toujours les clés de la coopération. Comment coopérer tous ensemble dans une transformation. Donc, on mettait des pistes. Je sais qu'il y a eu des effets qui ont fait et qu'il y avait des personnes qui travaillaient sur la conduite du changement, sur ces gros projets, qui venaient à nos postes sociaux et on discutait et on renvoyait. Donc, je pense qu'on a eu des effets positifs, pas que peut-être, mais en tout cas, j'étais engagée. Pour rebondir sur cette question et sur votre réponse, je voudrais interroger peut-être Véronique d'abord, mais la salle peut-être également. Au fond, est-ce que la sociologie, il y a une dimension intrinsèquement performative quoi, de la discipline quoi? Le sociologue produit une analyse sur le monde social, une analyse qui peut dire pourquoi ça fonctionne, ou, ou comment ça fonctionne, qu'est-ce qui produit des inégalités. Et le simple fait de les nommer, de les montrer, d'être autant dans la démonstration que dans la monstration, est-ce que ça suffit ou est-ce que ça participe pas déjà à produire un effet de réel pour les personnes auprès desquelles la discipline est transmise, enseignée ou auprès desquelles avec lesquelles on agit sur cette base-là? D'autres gens qui veulent réagir Oui, oui, bien sûr, déjà de nommer, d'identifier, de problématiser, participe de transformer la perception qu'on a du problème et donc de l'action. C'est-à-dire, on va agir autrement, puisque. Mais je suis assez d'accord sur le fait que comment on peut aller encore plus loin. Nommer, c'est déjà identifier, poser un problème. Je vous donne un exemple très concret. Dans l'institution que je dirige, il y a ce qu'on appelle des réunions institutionnelles, donc une espèce de grande messe où il y a l'ensemble des salariés et où on aborde un certain nombre de sujets. La pratique était un peu que ça soit le directeur ou la directrice qui fasse la messe pendant 3 heures. Très vite, j'ai très vite repéré que l'ensemble des personnels arrivaient avec leur ordinateur et évidemment travaillaient pendant ce temps inutile. J'ai très vite repéré également, comme ça a déjà été démontré par un certain nombre de sociologues, que ce sont principalement les hommes qui prennent la parole et qui réagissent et souvent dans des réactions offensives à la parole de la patronne, parce que quand même, il faut tuer la patronne ou au moins contredire la patronne. Donc, c'est vrai que c'est assez exaltant la première fois, la deuxième fois, on
c'est une espèce de mise en scène comme ça, sociale, mais c'est très vite inintéressant, fatigant, et tout le monde s'ennuie très vite quand même. Et donc, d'avoir observé que la parole est principalement tenue par des hommes, c'est-à-dire que je l'ai même objectivé, je crois que j'ai voilà, mes réflexes de sociologue, je crois que je l'ai même ici. Vous voyez, je fais des bâtons dans les réunions institutionnelles parce que moi aussi, je m'emmerde. Donc, je fais des bâtons pour savoir qui prend la parole, les hommes et les femmes. Donc, assez massivement, j'ai compté qu'il y avait 1/3 d'hommes et 2/3 de femmes. Et je vous le donne en 1000, 2/3 de prise de parole masculine et 1/3 de parole des femmes. Donc je me suis dit, voilà, comment agir? Parce qu'on peut l'observer, l'analyser, faire des articles, etc. Mais comment transformer? Et en fait, maintenant, j'organise extrêmement en amont les réunions institutionnelles. Je prépare tous les sujets et je sollicite principalement des femmes, parce que je sais que la prise de parole naturelle des hommes va revenir au galop. Je sollicite principalement des femmes sur un sujet précis, et donc des assistantes de formation, par exemple, se sont autorisées à prendre la parole dans cette arène parce qu'elles avaient pu préparer leur sujet. Elles ont leurs notes, et voilà. Et là, il y a eu vraiment une redistribution et une recomposition, non seulement de la parole, mais des places de chacun et chacune dans l'institution, parce que la parole est performative aussi, c'est-à-dire qu'elle transforme les rapports entre les salariés dans ce moment, dans cette cérémonie, cette scène très forte qui a des effets sur, ben voilà, on a identifié une experte d'un sujet. Et l'experte, ça peut également être une non-cadre qui, voilà, a un certain savoir-faire. Donc voilà comment ça transforme la pratique au-delà de l'identifier de la norme. Si on fait un tout petit travail, si on fait un tout petit travail de réflexivité collective, moi j'ai connu des gens qui animaient des réunions comme ce soir en disant non, non, mais en fait, si on doit parler à parité, c'est pas un problème. À partir de maintenant, ne parleront dans la salle que des femmes, puisque jusque-là, que des hommes ont pris le temps de prendre la parole, et donc je vais confier le micro à Véronique et à Martine le temps que des femmes dans cette salle se sentent légitimes et d'avoir des questions, de les poser, etc. Mais oui, et ça c'est des pratiques qui viennent des arènes militantes, mais qui passent par la discipline et en effet par cet élément d'objectivation. Alors ce qui est drôle, c'est que j'essaie de faire preuve de réflexivité, mais je garde le micro. Ce qui est une espèce de contre-paradoxe auquel on s'expose dans ces situations. Je voudrais à nouveau passer la parole à la salle. Vous avez compris plutôt dans quelle direction si possible. Pour un dernier tour de parole avant de clore cet échange. Et évidemment, des questions à distance si... Alors déjà, je voulais vraiment remercier nos invités parce que c'était vraiment super intéressant de vous écouter. Et je voulais réagir justement aussi à la question de Michel et du coup aussi vos réactions, puisque peut-être que sur la question de l'effet justement aussi, c'est peut-être aussi lié à la méthode en elle-même. C'est-à-dire, moi, je me questionne en tout cas sur le fait que c'est pas uniquement ce qui va être restitué en fait à un moment donné, mais c'est aussi toute la méthode de recueil en fait en elle-même qui produit des effets parce qu'elle amène aussi justement des espaces de réflexivité auprès des acteurs, etc. Et que ça peut être aussi justement des effets et que c'est pas uniquement ce qui va être restitué à la fin ou ce qui va être synthétisé ou ce qui va être renvoyé aux acteurs,
Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ces approches-là, hein. C'est que justement, on amène les acteurs à se déplacer par l'enquête aussi en elle-même, et que quelque part, on les amène à se préparer aussi. Je trouve que du coup, dans la démarche d'enquête, on prépare les acteurs aussi à structurer finalement une manière de réfléchir qui va les aider peut-être par la suite à défendre un certain nombre de points de vue. Voilà, donc je voulais juste voilà, soumettre aussi cette réflexion-là, si ça vous intéresse en tout cas de développer. Il y avait une intervention. Le but de la sociologie n'est pas de faire à la place des acteurs, mais de les accompagner pour les rendre autonomes. Même si on ne mesure pas la totalité des effets de l'action sociologique, celle-ci a des effets sur le terrain. Je crois que c'est la... Là, il y a une question. Pensez-vous qu'il est possible de lier la sociologie à l'exploration sur le terrain, notamment par le voyage, pour induire des actions concernant les thématiques abordées ou étudiées? Vous avez 2 heures. Le terrain. Très bien, alors, puisqu'on ne rebondira pas sur les questions du chat, je voudrais peut-être donner une dernière occasion, alors dans l'ordre de la table, à nos invités de reprendre la parole, peut-être en commentaire ou en complément de ce qu'ont dit les autres, histoire de continuer le tour de piste qu'on a finalement, vous le savez, rarement le temps de faire, hein. On prend des auteurs qui écrivent chacun dans leur coin, on digère leurs textes, et après on les publie. Et ce genre de dialogue entre auteurs, on le fait assez rarement. Et donc, puisque vous êtes réunis et que vous êtes entendus les uns les autres, si vous voulez rebondir les uns sur les propos des autres. Manuel. Bon, peut-être rebondir aussi sur des questions qu'il y a eu, des interventions. Il y a des exemples quand même d'effets politiques de recherche quand elles arrivent au bon moment, quand elles arrivent à être vulgarisées, à être popularisées. Il y a notamment dans le champ du logement la question du devenir des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, qui était un sujet que tout le monde connaît quand même. Enfin, on voit bien que c'est difficile, etc., mais qui ne donnait pas lieu à des politiques publiques sur leur devenir après 18 ans ou 21 ans. Et Isabelle Fréchon, qui est une spécialiste du sujet, à partir de l'enquête sans domicile de l'INSEE, donc c'est aussi à partir de grandes enquêtes publiques, c'est pas juste un chercheur dans son coin qui a fait un beau terrain et une belle thèse ou je sais pas quoi, c'est aussi un appareil statistique solide qui coûte beaucoup d'argent, mais qui est, quand il est bien utilisé. Et c'est elle qui a montré, chiffres et enquêtes à l'appui, qu'un quart des sans-abri français en France avaient un passage par l'aide sociale à l'enfance, alors que c'est que 2% des enfants qui ont un passage. Donc on voit bien. Et ça a eu des effets. Et c'est un chiffre qui a vraiment fait beaucoup de bruit, qui est réutilisé encore et encore 15 ans après, et qui donne lieu à des politiques par les conseils départementaux, par l'État. Alors la situation, elle ne s'est pas super améliorée, mais enfin, il y a eu des plans, elle serait peut-être pire sans ça. Nous, on a fait aussi des études sur les conséquences des coupures d'électricité, par exemple, sur les personnes qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Et c'était une campagne qu'on menait depuis longtemps avec des témoignages. Et un jour, le PDG d'EDF nous a appelé. Il a dit, bah, écoutez, EDF, à partir de demain, arrête de couper l'électricité aux gens qui ne payent plus leur facture. Donc là, c'est un effet sur des centaines de milliers de personnes. Ça n'a pas réglé le problème de précarité énergétique, de plein de choses. Mais enfin, on voit que ça peut quand même avoir des effets. Et un domaine aussi où il y a eu beaucoup de recherches, là pour le coup par des sociologues, avec une quantification. Et je pense qu'à chaque fois, c'est quand même un peu, on voit qu'il faut un peu un chiffre au but qui marque les esprits, qui revient et qui fait aussi scientifique pour les gens qui nous dirigent, hein. C'est la question du logement d'abord. Comment est-ce qu'on passe de la rue au logement? Pendant longtemps, on a pensé et on a pratiqué, on pratique encore, qu'il faut passer par tous les strates de l'hébergement avant de faire ses preuves et d'accéder à un logement. Et des expérimentations et des chercheurs en France et beaucoup à l'étranger, parce que souvent le détour de la preuve se fait par des expériences à l'étranger qui peuvent être vues comme plus crédibles, sérieuses, inspirantes pour les décideurs français, ont montré que c'était plus utile et que c'était possible et que c'était moins cher, ça aussi ça compte, de faire accéder à un logement directement les personnes qui sont à la rue, même si elles semblent incapables d'habiter dans un logement. Et en fait, la recherche a montré que c'était possible et que c'était avantageux pour tout le monde. Donc on voit qu'il y a quand même
des exemples. Évidemment, le lot commun de la recherche, c'est l'inutilité, le fait de crier dans le désert, d'alimenter un vague colloque quelque part. Mais c'est aussi le propre de la recherche de ne pas chercher l'efficacité immédiate, quoi. Et c'est aussi pour se rassurer de l'utilité de ce qu'on fait, de se dire que peut-être un jour ça servira à quelque chose ou à quelqu'un. Mais en fait, voilà, les chemins vers l'utilité sont assez difficiles, je pense, à identifier. Parfois, c'est les histoires qu'on se raconte. Parfois, on voit une recherche provoque une action, mais en vérité, bien souvent, c'est beaucoup plus filandreux, incertain que ça. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de continuer à travailler. Et dans le monde de l'entreprise, de la formation, on a l'impression que parfois aussi, former des professionnels, ça n'a pas un effet tout de suite, quoi. Ça a un effet peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Eux-mêmes formeront d'autres personnes, etc. Ou pas. Mais c'est la glorieuse incertitude de l'action. Voilà. Bon, Anna est partie, mais dans l'article qu'elle a rédigé, elle notait à un moment donné que justement, quand elle a été très sollicitée par les médias au début, donc en réactivité, il fallait avoir une posture et elle s'est donné des règles, hein. Elle en détaille. Et je pense que ça aussi, c'est un point important en entreprise. Et pour la sociologue de terrain, parce que donc j'ai pas fait de thèse, et donc j'ai travaillé avec la formation de Renaud Sassolieu, là, en formation Sciences Po continue, mais euh, pour asseoir la posture, il est important d'avoir un temps de réflexivité, ne pas être seul seulement et de pouvoir dialoguer. Donc, je l'ai fait avec une sociologue, Olivia Folly, qui avait travaillé déjà avec nous à la Banque de France. Enfin, et avec Olivia, elle m'obligeait justement à me repositionner parce qu'on a toujours le risque de soit être trop sympathique et d'occulter certains sujets qui seraient plus difficiles. Et donc, à chaque diagnostic, bien poser les hypothèses, la transformation de la question du commanditaire en diagnostic sociologique, tout ça, ça redonne un élan parce que c'est toujours à retravailler. Donc ça, c'était important. Et dans votre témoignage et tout le travail que vous avez fait, j'ai trouvé très intéressant ça me renforce dans l'idée qu'il faut effectivement nourrir les managers des regards sociologiques que l'on peut porter. Parce qu'il y a les savoirs, mais il y a le regard aussi sur le système social dans lequel on est inséré. Et ça se renouvelle à chaque changement de direction, à chaque fois qu'une personne est nommée, on rebat les cartes parce que c'est pas pareil. Donc, c'est toujours à refaire parce que ça, c'est un message aussi que je veux faire passer, c'est que la demande de sociologie, en disant, oh, les sociologues, en ce moment, on n'a pas beaucoup le vent en poupe, hein, les sociologues, oh là là, depuis le temps qu'ils nous parlent, si ça faisait des effets, ça saurait. Mais non, c'est que sur le terrain, si on fait vraiment le travail de terrain et d'écoute et de compréhension, c'est toujours à refaire parce que le monde évolue, les gens évoluent. Et je me faisais l'exercice là en préparant, c'est même quand on dit qu'il va y avoir la transformation par l'IA, on est d'accord, pas d'accord, mais on n'y échappera pas. Donc, que faire? Et je me dis qu'encore à travers ce sujet de la prise en compte de l'IA, il y aura des adaptations au niveau des organisations, au niveau individuel, au niveau collectif, et les diagnostics, l'enquête sociologique a tout son sens encore, même dans ce cadre où on se dirait, bon, peut-être qu'on n'a pas besoin d'experts, puisque l'expert, ça sera l'IA. Mais il me semble que là, on a encore des travaux à mener pour justement accompagner ces transformations et que les personnes s'y retrouvent. Ou pas, mais il faut espérer. L'IA, c'est le numéro 54 en cours de préparation, et donc on va avoir des occasions de réfléchir dans la revue à cette question-là, mais ce serait interdire la parole de Véronique dans ce tour de parole. Et donc, est-ce que tu veux terminer? Intéressé dans vos chantiers respectifs et positions, c'est
peut-être qu'on ne sert pas à grand-chose, mais au moins nous, on le sait. À la différence, nous, les sociologues, on ne sert pas à grand-chose, mais au moins nous, on le sait. Ce qui nous met vraiment dans une position réflexive, d'enquête, de chercher à comprendre, à savoir, à réinterroger nos savoirs, et qu'on soit responsable d'un observatoire, responsable d'une fondation avec des enjeux politiques, enseignante chercheuse et à donner des éléments. Elle le disait, Anna, elle sent une immense responsabilité puisque c'est repris par les médias. C'est notre point de vue situé, notre point de vue et notre réflexivité nous conduit, voilà, à fabriquer des problèmes, à poser des problèmes, à poser des questions et à refuser l'ignorance du tout savoir, quoi. Voilà qui permet une conclusion évidente, quoi, évidente autour de refuser l'ignorance et défendre les bases d'une sociologie résolument engagée, résolument tournée vers l'action. Et moi, j'ai le souvenir de différents textes qui montrent qu'on a bien des difficultés à faire de la sociologie dans un horizon totalitaire. Au fond, faire de la sociologie, c'est quand même être en capacité d'aller gratter là où ça fait mal, d'aller interroger, d'aller discuter, d'aller remettre en question. Bref, globalement, de faire face aux obscurantismes. Et vous le savez, on est dans un moment qui est évidemment pas très simple. Et face au pessimisme dont font preuve souvent les sociologues, qui d'eux-mêmes reprennent un peu cette ancienne autour de l'inutilité de la discipline, ou en tout cas son caractère pas toujours effectif, on peut dire qu'on est aussi quand même des fers de lance de tout ça, quoi. Au fond, on remet en question, on discute, on délibère, on critique et on critique pas comme ça, dans l'absolu, pas à partir d'une position dans sa tour d'ivoire, mais à partir de données patiemment collectées, patiemment analysées, de toute nature, ethnographiques, quantitatives, qualitatives. Et euh, au fond, il faut sans doute faire à la fois preuve de modestie, parce que c'est jamais les sociologues qui prennent les décisions. C'est-à-dire que dans la fonction d'aiguillage du politique, de restitution, bah, de toute façon, en situation démocratique, le sociologue qui fait je sais pas quoi, une évaluation d'une politique publique, c'est pas lui qui doit dire si ça, s'il faut poursuivre ou pas poursuivre. Et on a 1000 exemples autour du fait que des programmes d'action publique aient été très mal évalués, mais très vite prolongés par le personnel politique. Cela dit, le devoir, c'est pas forcément tout de suite, immédiatement, de s'en vouloir parce que le politique n'a pas pris la bonne décision. C'est de publier des résultats, de les diffuser, d'en retenir un certain nombre de choses qui seront utiles à un autre moment, dans un autre contexte, et qui nourriront la réflexion, qui nourriront les méthodes, les concepts, les outils, et qui participeront aussi en retour à former des gens. Faut rappeler, d'une certaine manière, que la sociologie, elle a aussi une fonction plus évidente de construire des réflexions et de les transmettre par l'appareil de formation. Au fond, on forme des dizaines de milliers de sociologues par an qui sortent des licences, qui sortent des maîtrises, enfin des masters, qui finissent par soutenir des thèses pour certains et qui jamais rejoindront les bancs de l'université. D'une certaine manière, rejoindront comment dire, les fonctions académiques dans l'université. Il y a en stock aujourd'hui plus de gens formés à la sociologie qui agissent dans les organisations publiques, privées, associatives, j'ai envie de dire de droite ou de gauche, que de sociologues qui agissent à l'université. Et donc, d'une certaine manière, l'utilité de la sociologie et de ses engagements
pratique, dans ses engagements dans la structuration de la réflexion et dans les réflexes que la discipline confie, me semble, au moins de ce point de vue-là, largement plus avéré finalement en dehors du système académique que dans l'académique, notamment parce qu'il y a un effet de levier massif. On continuera à réfléchir à toutes ces questions, aux questions de pouvoir, aux questions de légitimité, aux questions de réflexivité, de méthode et d'outils. Mais là, je crois qu'il est temps de rompre le micro, peut-être de boire un peu d'alcool, ça, on va le voir. Et puis, en tout cas, de vous donner rendez-vous bientôt pour un numéro 51 qui se finalise sur des questions d'attente des publics vis-à-vis des institutions, qui donnera lieu à une prochaine valorisation, mais comme tout n'est pas encore fait, Jules Sima ici présent confiera l'information assez tôt, assez vite, à chacun, chacune. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, merci de votre présence.